Bonjour tout le monde. Alors bon, voilà une nouvelle petite promenade pour faire suite à la précédente, là où je parlais de la fameuse formule du bonheur. Donc je la rappelle rapidement, hein, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la précédente. C'est B, formule, B égale N plus C plus A. Donc là-dedans, B, c'est le niveau de bonheur ressenti, hein, le bonheur B. Et il dépend donc de trois variables, hein. N, la première variable, c'est le niveau biologique du bonheur, c'est-à-dire nos gènes, un petit peu la configuration de notre mental, la chimie de notre cerveau, notre biologie, hein, en fait. C, ça représente les conditions de vie, hein, qui rentrent en jeu, hein, tout ce qui nous entoure, dans quoi on vit, quel travail on fait, etc. Les gens qu'on fréquente, tout ce que vous voulez. Et A, ce sont les activités volontaires entreprises. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie et ces actions, bien sûr, ces activités, ont un impact sur notre niveau de bonheur ressenti. Donc ces trois variables ont un impact. Donc je m'étais arrêté justement sur l'importance des conditions de vie, des conditions extérieures, hein. On avait vu que leur influence sur le bonheur, en fait, c'est pas aussi grand que ce qu'on pourrait croire, hein. Et des recherches avaient montré, avec des recherches sur les jumeaux, que notre propre biologie semblait plus déterminante. Oui, alors là, une espèce de petit patch, je suis un petit peu obligé de reprendre une partie de la promenade parce qu'il y a eu un problème de son, ça avait des cric, des bruits bizarres, donc je ne pouvais pas vous laisser ça. Donc je vais essayer de reprendre juste une petite rustine un petit peu qu'on va faire, où je vais reprendre ce que j'étais en train de dire à ce moment-là, qui est un petit peu foutu dans le premier enregistrement. Donc je crois que ça marchait plus au moment de... Oui, l'importance, oui c'est ça, on parlait de l'importance des conditions de vie, des conditions extérieures, hein, toujours dans la quête du bonheur, quelles sont les variables qui peuvent jouer un petit peu. Donc on avait vu que leur influence sur le bonheur n'était pas aussi grande qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que notre propre biologie, hein, souvenez-vous, semblait en fait plus déterminante, en définitive, ainsi que aussi les activités, hein, que l'on choisissait de faire pour contribuer au bonheur. Mais que quand même, il y avait quelques éléments rédhibitoires, hein, si je puis dire, en tout cas, des circonstances extérieures auxquelles il ne serait peut-être pas préférable de s'adapter, parce qu'on avait vu qu'on pouvait s'adapter, mais il y a des conditions extérieures, soit déjà que c'est difficile de s'y adapter, ou presque pas possible, ou qu'il vaut mieux pas, parce qu'en fait c'est quelque chose qui a des incidences un petit peu sur notre bonheur. Alors donc j'avais dit que j'en avais repéré 5. Bon, il y en a d'autres sûrement, mais au moins là on va traiter ces 5 là. Et ces 5 conditions extérieures qui valent le coup plutôt d'être changées si possible, plutôt que de s'y adapter. Voilà, donc la première c'est le bruit, justement. Alors même si on peut, dans une certaine mesure, s'adapter au bruit ambiant, hein, les recherches ont montré vraiment assez clairement qu'on n'arrive jamais à s'adapter entièrement à une nouvelle source de bruit chronique. Par exemple des travaux sur la route devant chez vous, etc. Et si ça dure, on ne peut pas s'adapter à ça. D'accord ? Même les études qui ont pu montrer une certaine adaptation au bruit ont tout de même rapporté des preuves tangibles de perte un petit peu de performance cognitive dans certaines tâches. Ok, donc là maintenant on va reprendre la promenade que j'ai faite, c'était quand avant-hier je crois. Voilà, là j'ai dû rectifier comme je vous l'ai expliqué. Allez, on continue là où on était la dernière fois. Ça me fait penser à une petite blague. Vous savez, quand on dit que quand on emménage dans un nouvel endroit, si on est par exemple dans un endroit où il y a plein de trafic, etc., du bruit des voitures, c'est les 2-3 premières nuits qui sont difficiles, après on s'adapte. Donc moi ce que je dirais c'est que du coup les 2-3 premières nuits il suffirait d'aller à l'hôtel.
Un petit peu absurde, mais c'est pour. Bon, ça me fait rire. Bref, alors, on continue. Euh, donc, je parlais du bruit. Ouais. Donc, les études ont montré, bien sûr, une certaine adaptation au bruit. On peut s'adapter, mais il y a incidemment et indubitablement des pertes de performance cognitive, des pertes dans certaines tâches. C'est-à-dire que le stress est augmenté à cause du bruit, hein, et du coup la concentration est forcément altérée, hein, surtout si le bruit est variable ou intermittent, hein. On avait vu, hein, justement que l'être humain avait vraiment une sacrée capacité à l'adaptation, mais que voilà, quand le bruit est intermittent, variable, irrégulier, ou aussi bien dans sa fréquence d'émission ou son volume sonore, eh ben, c'est beaucoup moins évident, hein, de s'adapter, parce que justement, on en avait parlé déjà, ça se représente régulièrement à la conscience. Vous voyez, donc ça ne peut pas passer en arrière-plan, en quelque sorte. Parce que l'adaptation, c'est que les choses passent en arrière-plan et puis on n'y fait plus attention. Or là, si c'est quelque chose d'irrégulier, qui change, qui varie, du bruit, hein, dans le bruit, eh ben là, on ne peut pas le sortir de notre conscience. À chaque fois, ça revient, ça réattire notre attention. Donc là, par exemple, évidemment, on pourrait dire que ça vaut le coup de modifier, de faire quelque chose pour modifier son environnement s'il est trop bruyant, hein, de supprimer certaines sources sonores nuisibles. Ça aura forcément un impact positif sur notre niveau de bonheur ressenti. Donc ça, c'est la première chose, des conditions extérieures sur lesquelles ça vaut le coup de s'attarder, de modifier, de réparer des trucs si possible, quoi. La deuxième truc, c'est faire la navette. Vous savez, des longs trajets. Par exemple, de son travail à son domicile, si le trajet est trop long, et en plus, s'il y a du trafic, des embouteillages, ça a été vraiment démontré qu'on arrive au travail avec un taux d'hormones de stress beaucoup plus élevé. Même après des années de navette, hein, si on a pris l'habitude de faire ce chemin, le stress monte. Donc c'est pas bon, bien sûr. Par contre, attention, rouler dans des bonnes conditions, peut être très agréable et très relaxant. Moi, je suis le premier à vous le dire, mais moi, je suis en moto, il faut reconnaître. Donc en moto, c'est pas pareil, il y a une sensation de glisse, j'en avais déjà parlé, de fluidité un petit peu, ça c'est pas les mêmes conditions qu'en voiture, hein, évidemment. Donc si on doit faire des longs trajets quotidiens, il faudrait essayer de rendre ces conditions de voyage les plus agréables possibles. Donc là, du coup, on se rabat encore un petit peu sur la modification de notre attitude, de nos actions, encore une fois, hein. Si on ne peut pas changer les conditions extérieures, on peut changer notre façon de voir les choses, hein. Par exemple, genre, essayer de ne pas s'énerver pour un rien dans les bouchons, d'insulter tout le monde, vous savez, comme c'est souvent le cas, mais c'est pas une fatalité. On peut très bien rester zen, comme on dit, rester cool, tranquille, quoi. Et là, ça c'est quelque chose qui dépend de nous, hein. Les longs trajets pour aller au travail, ok, sont stressants, ça c'est sûr, surtout avec des embouteillages, comme on l'a dit. Mais on peut faire des efforts sur nous-mêmes pour les rendre les plus agréables possibles. Peut-être mettre une bonne musique ou se faire un petit rituel d'écouter un podcast, je sais pas quoi. Tiens, ça me rappelle une blague. Aujourd'hui, on dirait que j'ai pas mal de blagues à dire. C'est le petit garçon qui va à l'école avec son père en voiture tous les matins. Et puis un jour, pour une raison X, c'est sa mère qui doit l'amener parce que le papa ne peut pas. Donc sa mère l'a amené. Et au bout d'une demi-heure dans la voiture, le petit garçon il dit mais maman, c'est une autre route que tu as pris que celle de papa là? Sa mère lui dit mais non, pourquoi? Ben non, mais parce que d'habitude sur cette route il n'y a que des enfants, il n'y a que des chauffards, des fous du volant, des imbéciles, des abrutis, etc. Donc oui, le truc qui est marrant, c'est ça, c'est que c'est la même route, c'est la même chose, mais c'est pas vécu de la même façon, suivant notre attitude par rapport à ça, quoi. Je trouve ça assez marrant. Troisième élément,
repéré qu'il serait souhaitable de modifier dans nos conditions de vie, c'est le manque de contrôle. Le manque de contrôle sur les choses. Parce que, par exemple, pourquoi est-ce que le bruit, le trafic, etc. sont difficilement supportables? Eh ben, c'est parce qu'ils sont incontrôlables. On n'a pas de prise dessus, on n'a pas de contrôle dessus, sur le trafic, etc. Évidemment. Il y a eu d'ailleurs une expérience assez célèbre qui a été faite dans une maison de retraite. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, pour améliorer le quotidien des pensionnaires. Donc on a décidé de mettre des plantes dans les chambres de la maison de retraite ou de projeter un film un soir par semaine. Alors la maison de retraite a 2 étages, ça c'est important, parce que justement l'expérience c'est qu'à l'un des étages, ils ont laissé les pensionnaires choisir les plantes et même les arroser, et on les laissait aussi choisir le soir de projection du film en groupe, hein, ils décidaient de ça. Et à l'autre étage, par contre, c'était les infirmières qui choisissaient les plantes et qui les arrosaient elles-mêmes, qui en prenaient soin. Et elles décidaient aussi du soir de projection du film. Donc là, l'expérience est intéressante parce que c'est même environnement, même conditions de vie, à la différence près qu'à un étage, justement, les pensionnaires avaient un sentiment de contrôle, hein, sur leur environnement, puisque c'est eux qui arrosaient, qui ont choisi les plantes, qui choisissaient même le soir de la projection. Donc leurs conditions de vie, ils les choisissaient. Mais l'autre étage, non. On avait décidé pour eux, pourtant ils avaient des plantes, ils avaient un film chaque semaine, mais on avait décidé pour eux. Alors, devinez ce qui s'est passé. Ça c'est quand même assez génial, je trouve. Eh bien, à l'étage du sentiment de contrôle, les pensionnaires étaient plus heureux, plus actifs, plus alertes, d'après leur propre évaluation, mais aussi d'après les évaluations des infirmières. Donc c'était d'après le ressenti des pensionnaires eux-mêmes, ce qui est quand même important, mais aussi d'autres tests qu'ils ont fait plusieurs mois après. Attendez, c'est pas tout, parce que au terme de l'expérience, et ça a duré un bon moment, hein, 18 mois. 18 mois après, donc 1 an et demi après, ils ont fait une dernière sondage, statistique, un petit peu, évaluation. Eh bien, les résidents qui logeaient à l'étage du sentiment de contrôle, hein, ceux qui avaient choisi leur plante, qui s'en occupaient, qui choisissaient la soirée du film, eh bien ils étaient en meilleure santé, ça c'était objectivement vérifiable, et connaissaient, alors ça, ils connaissaient un taux de décès 2 fois moindre que l'autre étage. 15% de décès au lieu de 30% pour l'autre étage. Alors c'est... Bon, on va dire qu'il n'y a pas forcément corrélation, mais ok, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est quand même, moi je trouve que c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de changer juste notre environnement. Il faut aussi sentir, avoir la sensation qu'on exerce un contrôle sur lui. C'est-à-dire qu'on y est pour quelque chose. Vous voyez? Qu'on peut interagir avec ce qui nous entoure. C'est ça qui est génial. Hein, qu'on soit impliqué, qu'on se sente engagé dans quelque chose, en fait responsable de nos conditions de vie. Alors, numéro 4, conditions de vie qu'il faut changer, la honte. Ça paraît bête, hein. En général, donc, les gens qui ont honte de leur apparence physique ou qui ont un problème avec ça, ils ne peuvent pas être totalement vraiment heureux. Alors attention, ça ne veut pas dire que les gens beaux ou séduisants sont plus heureux, hein. Non, c'est pas du tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que si vous vous sentez mal dans votre corps, comme on dit mal dans sa peau, etc., si vous avez un défaut physique qui vous gêne, c'est ça le truc, c'est que c'est notre perception à nous, hein, notre sensation, qui vous gêne, ou si vous avez honte de quelque chose, je sais pas moi, un truc sur votre nez, ou je sais pas quoi, moi j'étais chez un dermato et m'a cramé des trucs, bon, c'est comme ça. Mais ça c'est passager, bref. Bon, trêve de billevesée. Ça empêche d'être parfaitement heureux. Cette espèce de petite honte viendra toujours vous perturber. À moins bien sûr que vous ne contrôliez parfaitement votre mental et que vous assumiez parfaitement tel ou tel petit défaut physique ou plus ou moins gros ou petite disgrâce, peu importe. Hein, ce qui est tout à fait possible, hein, on peut très bien assumer le truc sans problème. Hein. C'est même souhaitable, bien entendu. Mais je vais pas me lancer sur
C'est pas ça la question. Je vais pas me lancer sur l'impact de notre apparence, de notre image sur les autres, hein. C'est pas ça. Ce qui ce qui m'intéresse, c'est en quoi elle peut nous servir ou nous desservir, justement, dans notre quête du bonheur, hein. L'image qu'on a de nous ou quelque chose de physique. Le physique, ça joue quand même. On a un corps, il faut bien, on l'utilise, hein, heureusement. Donc c'est pas pour rien que justement certains ou certaines ont recours à la chirurgie esthétique pour corriger ceci ou cela. Alors là encore, attention, bien sûr, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut d'abord régler le problème à l'intérieur de soi, hein, psychologiquement ou même justement philosophiquement. L'important, bien sûr, c'est bien sûr l'équilibre psychique minimal, quoi, hein, nécessaire. Il ne s'agit pas de se lancer dans une série d'opérations de chirurgie esthétique pour modifier le physique, modifier un petit truc là, puis ça c'est jamais assez bien, on continue, alors que le problème est ailleurs. Bien sûr, on connaît tous ce genre d'histoire là, c'est une espèce de petite névrose, là, je sais pas, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain là, mais je ne vais pas développer ça, c'est pas ça la question. Le truc, c'est de faire ce qu'il faut pour se libérer de quoi que ce soit qu'on peut considérer comme un défaut sur soi. Un défaut, si on le considère comme trop gênant, essayez de le corriger si possible, soit par de la culture physique, je sais pas moi, si vous êtes trop maigre ou un truc comme ça, ou si voilà, ou chirurgie esthétique, avant que ça devienne un fardeau, une espèce de fardeau quotidien qui ruine un petit peu notre confiance en soi et notre bien-être. Ça c'est pas souhaitable. Si vraiment on n'a rien réussi à faire pour assumer le truc, et vous voyez, si ça est une petite gêne, ça va être quotidien, ça va toujours revenir. C'est des petits détails comme ça qui font que notre bonheur, il dépend de plein de petites choses qu'on peut régler nous-mêmes. C'est ça, il faut qu'on prenne nos responsabilités là-dessus, hein. C'est ça un petit peu le sens de cette promenade. Alors, cinquième et dernière condition de vie, condition extérieure qu'on devrait changer si possible, ce sont les relations. Donc il semblerait vraiment que les relations personnelles, interpersonnelles, leur nombre et leur force soient considérées par la plupart des chercheurs comme la condition de vie la plus importante pour le bonheur. Les bonnes relations humaines, avec des amis, nous rendent heureux. Et plus elles nous rendent heureux, plus on profite justement de ces relations. Donc c'est un cercle vertueux en fait qui se fait justement, c'est notre humanité un petit peu qui parle à mon avis là. Plus elles peuvent nous apporter du bonheur justement. Donc on connaît tous cette sensation agréable de retrouver des amis, hein. Quand on retrouve des copains, même on a cette attente. Il y a un internaute qui m'a parlé d'attente qui contribue au bonheur, c'est vrai. Par exemple, si on veut retrouver des amis, on est content. Mais même quand on les croise simplement, par hasard, dans un endroit inhabituel, moi j'ai remarqué, je ne sais pas, essayé de voir, ça fait plaisir, ça apporte un petit peu de joie, un petit peu inexplicable, parce que vous le voyez passer en voiture par exemple, et puis hop, vous saluez, et ça vous... Je ne dirais pas que ça vous rend heureux, mais ça apporte un petit coup de bonheur quand même. Pourquoi est-ce qu'on est content de voir un visage ami ou un visage familier simplement? C'est étrange, hein. Mais c'est comme ça, observez bien, regardez si ça... Essayez de sentir les petits mouvements de l'âme, les mouvements d'humeur en soi, surtout les bons si possible, et les mauvais, essayez de les écarter. Hein, quand vous croisez un ami ou une connaissance, ça procure un petit bien-être qui est pas négligeable, et puis bon, c'est toujours ça de prix. Bon, alors à moins, bien sûr, que cette personne que vous connaissez plus ou moins soit complètement antipathique, hein, ou bien vous rappelle des mauvais souvenirs, etc. Bon, là c'est un autre problème. Mais ça montre justement bien ça montre bien un petit peu la puissance de la qualité de nos relations, hein, comment elles influencent un petit peu notre bonheur ressenti. C'est vrai que, à contrario, des conflits chroniques ou des relations même ennuyeuses, ça compromet beaucoup notre bonheur. On ne s'adapte jamais vraiment à ça. Là encore une fois, il y a encore un travail à faire en soi, ok, on est d'accord, mais ça fait que gâcher notre bien-être chaque jour, hein, quand on a des conflits comme ça qui ne sont pas réglés. Ça c'est un problème, quoi. Et pire encore, par exemple, si on est incapable de contrôler notre mental, et que vous savez, hein, ça nous est tous arrivé, je pense, hein, on rumine un conflit, même si la personne n'est pas là, la personne incriminée n'est pas là,
si elle n'est pas présente, ça nous pourrit la vie quand même, quoi. Là, c'est double peine, quoi. Et là, ce qui est drôle, c'est que c'est nous-mêmes qui nous infligeons ça, puisque la personne n'est pas là, il n'y a rien, mais dans notre mental, paf, paf. Donc l'importance justement de contrôler notre mental, nos représentations, hein, pour reprendre du vocabulaire un peu stoïcien, contrôler notre imagination, pas laisser galoper comme un petit cheval, comme j'ai déjà dit. Donc revenir constamment à une description adéquate de la réalité présente. Hein, c'est toujours l'histoire d'être présent et qu'est-ce qui se présente, et d'être objectif. Voilà. Donc voilà, pour conclure, le C de la formule du bonheur est quand même bien réel. Hein. Certaines conditions de vie entrent en jeu, hein, certaines choses extérieures à nous valent la peine d'être changées pour augmenter notre bonheur. Particulièrement justement ce qui concerne, pour un petit peu récapituler, nos relations, notre travail, notre degré de contrôle sur les choses, hein, ou sur les facteurs de stress. Alors voilà, ça va être un peu trop long si je parle là-dessus, mais il y a la doctrine du Bouddha, qui lui pourrait certainement s'adapter à tout ça. Le non-agir, oui, c'est une voie, bien sûr. Mais il faut reconnaître que dans notre monde occidental, ça peut être relativement difficile à suivre quand même. D'ailleurs, certains de nos poètes et nos écrivains nous engagent plutôt dans l'action. Je reprends par exemple à Charlotte Brontë, là, je ne sais plus si c'est en 1847, enfin dans ces époques-là, qui avait écrit il est vain de dire que les êtres humains devraient se satisfaire de la tranquillité, il leur faut de l'action. Et s'ils ne peuvent la trouver, ils la créeront. Ça, c'est Émilie Brontë qui avait écrit ça. Ok, c'est très occidental. Après, la philosophie orientale nous apporte aussi beaucoup de choses. Hein. Donc, un mix des deux. De toute façon, je ne vais pas développer maintenant parce qu'on arrive à la fin. Les philosophes antiques, justement, ont beaucoup puisé. Je veux dire, il y a eu des rapports, des études, des contacts aussi, hein, avec des philosophies plus orientales, etc. Hein, les Égyptiens, notamment. On m'a parlé de Pythagore la dernière fois en disant que c'est pas lui qui avait trouvé son fameux théorème, mais c'était les Égyptiens. Donc voilà, la connaissance humaine, c'est ça qui est chouette, c'est que la connaissance humaine, justement, c'est toujours un effort commun. Bien sûr que l'individu est au centre, et c'est justement ce que les Grecs ont un petit peu découvert ou développé, c'est de partir de l'individu. Et c'est par cette observation-là qu'on découvre après le reste. Mais il y a aussi cette double action là, c'est que aussi simultanément l'humanité, les humains ensemble échangent et parlent. Et c'est pour ça que justement on discute, on échange. Moi je serais heureux encore, comme toujours, de lire vos commentaires, vos réflexions là-dessus, vos questions, ce que vous voulez. Hein. On est là pour un petit peu échanger, se partager des choses. Voilà, je vous remercie, je ne vais pas être plus long. Et je vous souhaite... L'oiseau qui passe, j'adore les oiseaux. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, et une bonne vie, et tout ce que vous voulez. Au revoir, merci.